Bonjour, mon nom est Daniel Green, je suis le chef adjoint du Parti vert du Canada et bienvenue à ce blog, podcast, vidéo des candidats à la course à la chefferie au Parti vert du Canada. Alors, lors de cette série, on va s'entretenir avec tous les candidats qui se présentent comme futurs chefs du Parti vert. Alors, simplement pour une mise en contexte, la chef du Parti vert, Elisabeth May, qu'on aime et qu'on connaît, a décidé de quitter la chefferie du Parti vert du Canada après l'élection du mois d'octobre. Alors, c'était prévu. Elle avait déjà annoncé que c'était la dernière élection qu'Elisabeth allait faire en tant que chef. Alors, donc, elle a démissionné au mois de novembre. Elle reste chef parlementaire du Parti vert à Ottawa. On a maintenant un mini-caucus de 3 députés, incluant Elisabeth, à la Chambre des communes. Alors, cet après-midi, parce que je vous parle, c'est l'après-midi, cet après-midi, on va s'entretenir avec Dimitri Lascaris, qui est un candidat à la course à la chefferie. Alors, Dimitri Lascaris est un fils d'immigrants. Alors, l'immigration grecque, ses parents ont quitté Sparte en Grèce dans les années 60, sont venus s'installer au Canada, en Ontario. Alors donc, Dimitri a grandi avec, et si je m'abuse, ses parents opéraient un restaurant. Et si je m'abuse, c'était à London, en Ontario. Dimitri va me corriger si je me trompe. Alors, après avoir vécu comme jeune fils d'immigrés, Dimitri a fait son éducation, a obtenu une licence en droit, est devenu membre du barreau de l'Ontario. Et il a commencé sa carrière un peu inusitée en étant avocat corporatif à Wall Street. Alors, il est rentré dans des grandes firmes de boîtes d'avocats à New York. C'est là où il a un peu appris ce qu'était le monde corporatif. Et évidemment, vous allez voir plus loin que ça a affecté un peu sa vision du monde. Il a rencontré sa femme, il a eu 2 enfants. Ils sont revenus, sa famille, ils se sont établis à London, en Ontario, où il a continué à faire un peu du droit corporatif, mais le genre de droit qu'il a pratiqué, c'était plutôt un droit, le droit des actionnaires. Alors, Dimitri a été énormément, beaucoup de succès pour défendre des actionnaires qui ont été plus floués par des grandes compagnies qui ont vu leur part baisser. Suite à ça, grâce à ses succès juridiques, il a été nommé un des meilleurs avocats plaideurs par le Canadian Lawyer Magazine et le Canadian Business Magazine l'a inclus comme étant une des 50 personnes les plus influentes. Alors, là, évidemment, ça vient un peu basculer suite à la crise financière dans les années en 2007. Il a vu un peu la disparité entre les riches et les très pauvres. On voit que les riches, même en dépression, deviennent des fois plus riches et les pauvres s'apprécient, deviennent encore plus pauvres. Et il a eu, suite à certaines tragédies personnelles qu'il a vécues dans sa vie, il y a eu une série de mortalités dans sa famille. Et il s'est posé la question, comme beaucoup de professionnels se posent, qu'est-ce que je fais dans la vie et qu'est-ce que je fais dans ce monde? Est-ce que je peux être quelqu'un qui va être du bon bord? Et donc, Dimitri a décidé d'être du bon bord. Et il a commencé, il a pris un peu sa retraite du droit, bien que je pense qu'il est membre encore du barreau de l'Ontario. Et il a commencé à s'intéresser aux médias. Alors, il est devenu correspondant pour Real News. Il a couvert la crise climatique, la politique canadienne, affaires étrangères. Il a continué. Il a rejoint des organisations de justice sociale, Pro Bono Ontario, 350.org, le Homeless Relief à London, en Ontario. Et il s'est joint au Parti vert du Canada en 2015. Il a été candidat pour nous en 2015. Et il a continué son action
caritative dans différents mouvements, entre autres la cause de la Palestine. Il a été brièvement critique dans le cabinet fantôme en matière de justice. Il s'est joint quand il a déménagé au Québec, parce que là, Démétri demeure maintenant à Montréal. Il est devenu porte-parole en matière de justice pour le Parti vert du Québec et il a été, je ne sais pas si c'est encore, mais jusqu'à tout récemment, membre du Comité national du PVQ. Alors donc, du Parti vert du Québec. Alors, est-ce que j'ai manqué des bouts, Démétri, ou est-ce que c'est suffisant? En fait, c'était plus que suffisant, c'était très éloquent. Alain, merci. J'espère pouvoir se donner, Ah oui, offrir comme alternative. j'ai placé la table et là, donc, tes réponses sont mieux d'être à la mesure de tes antécédents. Alors, évidemment, la première question que je pose à tous les candidats, c'est pourquoi veux-tu être le chef du Parti vert du Canada? Ben, je peux répondre à ta question, Daniel, dans une phrase, le devoir. Pour moi, c'est une question de devoir. J'ai eu la chance d'avoir réussi à ma carrière et de me trouver à l'âge de 52 ans dans une situation sécure, financièrement parlant. J'étais en bonne santé. J'avais une épouse formidable, 2 enfants que j'adore. Et je me suis dit que j'ai un devoir de faire tout ce que je peux pour avancer la cause de la justice au monde et pour qu'on s'adresse urgemment à la crise du climat. Et il y a plusieurs moyens par lesquels on peut avancer la cause de la justice climatique, la justice sociale, mais finalement, il faut que nous qui voulions résoudre ces crises-là, que nous saisissions le pouvoir politique. Sans le pouvoir politique, il est très difficile d'accomplir ce qu'il faut accomplir. Ouais. Oui. Dans une phrase, comme je t'ai dit au début, c'est le devoir pour moi. C'est très bien. Le grand défi, évidemment, du Parti vert du Canada, c'est d'avoir, évidemment, vu que tu es un parti politique, beaucoup de votes. On croyait, et peut-être ça s'est vérifié dans les faits, que les jeunes voteurs, avec la crise climatique, avec les 1,5 million de jeunes qui ont marché dans la rue l'automne dernier, on croit et on persiste à croire que la taille de vote pour le Parti vert, c'est beaucoup chez les jeunes. Si tu es élu chef du Parti vert, quelles sont tes idées pour tenter d'impliquer les jeunes dans le parti et d'amener les jeunes à voter pour nous? Je crois que les jeunes, ils comprennent parfaitement qu'il nous faut maintenant un programme audacieux. Pas un programme modeste, pas un programme timide, mais un programme courageux, un programme de principe, un programme qui s'adresse à l'urgence de la situation. Et le problème dans la politique canadienne, c'est qu'il n'y a pas vraiment assez d'audace, assez de courage par rapport aux politiques qu'on avance, politiquement parlant. Donc, moi, je veux, par exemple, parler de la richesse extrême. Je veux proposer un programme qui va éliminer totalement la richesse extrême. Je ne sais pas pourquoi on a des milliardaires dans notre société, en même temps qu'on a des pauvres, des sans-abri, des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans la rue toutes les nuits, même en hiver. En même temps qu'on a cette pauvreté-là, on a la richesse extrême. L'inégalité est un problème qui est lié au problème de la crise du climat. Je crois aussi qu'on doit s'adresser du pouvoir des corporations, des sociétés, des grandes sociétés publiques. Ils dominent notre économie, ils dominent notre politique et il faut diminuer fortement le pouvoir pour qu'on puisse trouver des solutions à ces problèmes-là. Alors, moi, mon but principal, c'est d'articuler et d'avancer un programme qui est audacieux, qui est courageux et qui répond aux demandes des jeunes, des gens dans la rue qui en ont marre des solutions timides.
Si les membres examinaient la plateforme que je suis en train de mettre sur mon site web, le site web de ma campagne, je crois qu'ils verraient tout de suite que c'est un programme qui répond aux demandes des jeunes et des gens qui manifestent tous les jours contre l'injustice de notre monde. Alors donc, on a vécu un été très chaud en ce qui concerne l'inclusion, la discrimination raciale, la discrimination du genre. Plus tôt, pré-pandémie, on a vécu une crise par rapport aux Premières Nations avec les barricades. Et donc, on parle de plus en plus qu'un parti politique qui veut percer doit offrir plus d'inclusion, un espace sécuritaire. Comment vois-tu le Parti vert évoluer pour nous rendre plus inclusifs, pour amener des gens de la diversité du genre, diversité religieuse, diversité culturelle au Parti vert? D'abord, il faut qu'on réponde aux besoins des communautés racialisées ici au Canada. Par exemple, il est absolument clair qu'il y a du racisme systémique dans notre système de justice. Plus que 30% des prisonniers dans nos prisons sont des autochtones, mais les autochtones constituent moins que 5% de la population. Il n'y a qu'une explication pour cette différence énorme entre la population prisonnière et la présence des autochtones dans notre société, c'est le racisme. C'est la seule explication. Donc, c'est pour cela que moi, je demande et je cherche le définancement de la GRC de 50% et je veux transférer cet investissement public aux besoins de la population et des peuples de ces communautés marginalisées. Je ne peux jamais prononcer ce mot, je ne sais pas pourquoi. Marginalisé. Oui, merci. Donc, quelles sont les causes du comportement qu'on considère criminel de notre société? C'est la pauvreté, c'est la toxicomanie, c'est l'abus domestique. Ce sont les causes fondamentales de ces comportements-là. Et la police s'adresse aux symptômes de l'injustice sociale. Il faut qu'on s'adresse aux causes de l'injustice sociale. On est un parti politique. Et le propre d'un parti politique, tu le sais, c'est, entre autres, de faire élire des députés, d'obtenir le statut d'un parti officiel avec 12 députés, peut-être même un jour d'avoir la balance du pouvoir et peut-être même former l'opposition officielle. D'après toi, Dimitri, comment est-ce que le Parti vert, qu'est-ce que le Parti vert pourrait faire? Advenant que tu es élu chef, qu'est-ce que le Parti vert devrait faire pour augmenter ses chances d'obtenir plus de députés en Chambre? Pour moi, la priorité numéro 1, Daniel, c'est d'établir des liens forts avec les travailleurs du Canada. Les nouveaux démocrates, dans le même système électoral dans lequel on a dû opérer, nous les Verts, ont réussi quand même à gagner des douzaines de sièges au Parlement. Et même pendant l'ère de Jack Layton, ils ont presque gagné une élection. Et comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça en prétendant d'être le champion des travailleurs canadiens. Ils ne le sont pas. Ils n'ont pas vraiment un programme qui protège fondamentalement les travailleurs du Canada, mais quand même, on leur a cédé la place du champion des travailleurs. Alors moi, j'ai émis une plateforme qui veut augmenter le salaire minimum à 20 $ par l'heure, qui veut limiter la compensation des cadres des grandes sociétés, qui priorise dans les faillites les réclamations des travailleurs et je veux que ces réclamations-là soient supérieures aux réclamations des créditeurs des sociétés en faillite. Donc, ce sont les réformes qu'il faut pour protéger les travailleurs de notre pays. Et si notre parti devenait le champion des travailleurs et des syndicats,
tout de suite, on trouverait que le soutien pour notre parti serait beaucoup plus élevé à travers le pays. Je le crois fortement. Je vois ça dans les conversations dans les médias sociaux tous les jours, que les travailleurs du Canada cherchent un vrai champion. Ils ne croient plus que les nouveaux démocrates sont sérieux par rapport à leurs besoins. Donc, pour moi, ça, c'est priorité numéro un. Et aussi, Oui. je veux juste répéter une chose sans offrir encore les mêmes détails, qu'il faut qu'on s'adresse à l'inégalité. Parce Oui. que l'inégalité est devenue obscène dans ce pays. Et ça veut dire qu'on doit s'adresser non seulement à la pauvreté, mais aussi aux milliardaires. Et on doit réduire fortement leurs richesses pour qu'ils ne puissent plus contrôler la conversation dans notre société. Alors donc, l'éléphant dans la pièce, dans la société canadienne, c'est la pandémie. La pandémie a tout changé. Les rapports interpersonnels, notre économie. Comment vois-tu un parti politique tel que le Parti vert évoluer dans un environnement post-pandémique, tout en assurant nos objectifs d'être représentatifs, de faire élire des députés, d'augmenter notre membership, d'augmenter nos dons. Comment vois-tu un parti politique tel que le Parti vert évoluer post-pandémique? Ben, c'est difficile à dire exactement parce qu'on ne sait pas quelles seront les conditions à l'avenir. Notre avenir maintenant est plus incertain que jamais. Mais on peut tirer des leçons très importantes de tout ce qui s'est passé jusqu'à là. Et pour moi, la leçon la plus importante, c'est que les ressources financières du gouvernement sont énormes et dépassent largement les limites dont on parle depuis des années. Depuis des années, on nous recommande de poursuivre un programme d'austérité à travers le pays en prétendant que le gouvernement n'a pas les ressources, par exemple, pour soutenir les pauvres, pour garantir un revenu de base aux Canadiens, pour avancer une transition en économie de l'énergie renouvelable. Mais qu'est-ce qui se passait pendant la pandémie? Face à une crise de santé publique sans précédent, le gouvernement a trouvé magiquement plus que 200 milliards de dollars en quelques mois. L'argent était toujours là, Daniel. Et maintenant, les Canadiens le voient très bien. Donc, nous avons la possibilité de poursuivre des programmes généreux qui répondent aux besoins de notre population sans devoir confronter cette mythologie que le gouvernement n'a pas la capacité de financer les transitions qui sont indispensables. On sait, la tradition canadienne, c'est que quand un chef d'un parti est élu, on s'attend à ce que cette personne-là trouve un siège pour être représentée, évidemment, à la Chambre des communes. Oui. Si tu es élu chef du Parti vert, quelles sont tes pensées par rapport à l'obligation de trouver un siège? Et serais-tu prêt à te déplacer à travers le Canada, advenant qu'un siège se libère, pour tenter ta chance pour être élu et être dans la Chambre des communes? Avant de prendre une décision finale par rapport à cette question-là, il faut consulter les membres du parti, le Conseil fédéral et des experts. Mais préliminairement, je peux te dire que moi, il est important de comprendre que moi, quand j'ai pris ma retraite de la profession d'avocat, j'étais libre de vivre où je voulais. J'étais vraiment dans une position où je pourrais vivre à Vancouver, dans les provinces maritimes, où j'ai pu rester en Ontario. J'ai choisi de devenir à Montréal pour une raison principalement, c'est que cette ville parle à mon cœur. Cette ville est une ville militante, elle est une ville progressiste, elle est une ville qui comprend, le peuple montréalais comprend tout à fait qu'on est confronté par une crise existentielle. Je les vois dans les rues tous les jours. Ils sont absolument déterminés de trouver des solutions aux urgences qui nous confrontent. J'ai choisi de venir ici parce que je m'identifie avec les Québécois et surtout les Montréalais. Alors moi, je voudrais considérer sérieusement de
poursuivre mon avenir politique ici à Montréal. OK. Mais je n'exclus pas la possibilité de retourner en Ontario parce que j'ai beaucoup d'amis, je suis bien connu en Ontario, je comprends bien les questions importantes pour les Ontariens, mais je préfère de rester ici à Montréal et au Québec. Je ne vois aucune raison pourquoi on ne peut pas avoir au Québec une vague verte. J'en ai marre qu'on nous parle de la vague orange. Il est le moment, les valeurs des Québécois sont complètement compatibles avec les valeurs du Parti vert et il est tout à fait possible d'avoir ici une vague verte. Alors, en parlant du Québec, et vu que l'État du Québec est francophone, il y a de la francophonie à travers le Canada, une des critiques qu'on entend souvent au Parti vert, c'est qu'on est un parti anglophone. On n'a pas assez on ne s'adresse pas à l'électeur dans la langue de Molière de façon suffisante. On a des déficits au niveau de la langue. Si tu es élu chef du Parti vert du Québec, Parti vert du Canada, qu'est-ce que tu vas faire pour améliorer le bilinguisme dans le parti? Il faut. Ça, c'est pas vraiment une question compliquée. J'ai mal à comprendre pourquoi le parti n'a pas pu jusqu'à là convaincre les Québécois qu'on est sérieux par rapport à la francophonie. Alors, à mon avis, on devrait engager quelqu'un, une directeur ou une directrice de la francophonie du parti, dont la responsabilité exclusive, c'est d'assurer les membres que nous communiquions bien en français et en anglais à tout temps. Et cette personne-là doit faire ça exclusivement et ça doit être quelqu'un qui vient du Québec, qui a grandi au Québec et qui comprend l'importance de la langue française aux Québécois. À mon avis, si on avait une personne dans ce rôle-là, on pourrait faire beaucoup de progrès par rapport à ce problème. Et il faut aussi que les Québécois participent d'une façon plus importante dans la formulation d'une stratégie électorale. Depuis que je suis entré dans cette campagne, j'ai entendu de pas mal de nos collègues ici au Québec qu'ils avaient l'impression pendant la dernière élection d'être un peu distants de la formulation de la stratégie électorale. Ils doivent y participer d'une façon plus importante, d'une façon plus intime. Donc, pour moi, ce n'est pas une question très compliquée, mais si nous avons la volonté sérieuse de résoudre cette situation, on peut le faire, absolument. Alors donc, on est en une course à la chefferie. Alors, il y a 9 candidats. Alors, si tous les candidats poursuivent, il va y avoir 8 perdants et un gagnant. C'est comme ça que ça fonctionne. Advenant que tu ne gagnes pas, vas-tu rester avec le Parti vert? Ça, c'est la première question. Et la sous-question, sans nommer d'autres candidats de façon nominative, quel genre de portrait robot, quel genre de personne est-ce que tu vois, si ce n'est pas toi, quel genre de personne est-ce que tu vois mener le Parti vert? OK, pour répondre à ta première question, la réponse en bref, c'est oui. Mais je veux être honnête avec toi, Daniel, et avec ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Si le parti bougeait plus à la droite, OK, ça me ferait des problèmes. Parce que moi, je crois que le parti jusqu'à-là était trop dévoué à un chemin centriste. Je voudrais que le parti devienne plus progressiste et je ne veux surtout pas que le parti devienne plus conservateur. Mais, selon tout ce que j'ai entendu de mes collègues, les 8 autres candidats, je ne crains pas cette possibilité-là. Il me semble que tous les candidats ne veulent pas faire cela. La majorité, au fait, ils partagent mon désir de voir une partie plus progressiste. Certains veulent rester dans le chemin centriste, d'accord. Mais à moins que le parti bouge à la droite, je suis là, je serai là et je soutiendrai le parti à 100%. J'ai au fait eu déjà des conversations avec d'autres collègues sur cette question-là. Et tous les candidats que j'ai consultés, ils m'ont dit qu'ils soutiendraient le parti si moi j'ai gagné
Et moi, je leur ai dit la même chose. On est, Alors, oui, on est oui. unis. On est unis, nous, les 9, à mon avis. C'est bien. Alors, j'ai plus de questions pour toi, Dimitri. Merci d'avoir fait l'exercice de répondre. Alors, je vais simplement rappeler à ceux qui nous regardent que l'élection du nouveau chef du Parti vert du Canada va être connue le 3 octobre. Pour voter, il faut être membre en règle à partir du 3 septembre. Après 3 septembre, parce qu'il faut être membre un mois avant de voter. Le vote va se faire, bon, en ligne, mais aussi les membres qui veulent voter sur papier vont avoir l'occasion de le faire. Alors, vous allez voir de plus en plus de débats. J'invite les membres à suivre le débat de nos candidats. Beaucoup de débats vont avoir lieu, des débats régionaux, des débats thématiques. Alors, il va y avoir de plus en plus de débats grâce à Zoom. Aussi ironiquement que ça puisse paraître, il y a plus d'échanges entre les candidats et les membres qu'on n'aurait pu jamais s'imaginer. Et aussi, je vous invite d'aller sur les sites web des candidats. Vous allez voir leur biographie, vous allez voir leur plateforme. Et aussi, il y a une obligation au niveau de nos règles électorales que les membres endossent les candidats. Alors, s'il vous plaît, allez endosser le candidat de votre choix. C'est une des règles où les candidats doivent avoir 150 endossements à travers tout le pays pour continuer à la course à la chefferie. Il y a une autre règle, c'est les finances. Un candidat va devoir ramasser assez d'argent pour satisfaire nos règles. Alors aussi, et je vous invite de faire un don à votre candidat de votre choix. Le nerf de la guerre en politique, c'est l'argent. Donnez ce que vous pouvez. On comprend qu'en pleine pandémie, les situations sont difficiles. Et si vous pouvez le faire, donnez au candidat de votre choix. Et comme on le sait, les dons politiques sont déductibles d'impôts. Alors, merci de nous avoir écoutés. Merci, Dimitri, d'avoir participé et répondre à mes questions impertinentes. Et je te souhaite bonne chance dans cette course à la chefferie. Merci, Daniel. Je veux juste rajouter que si les membres veulent consulter mon site web, ils peuvent le trouver à équipedimitri.ca. Et c'était un plaisir de te parler aujourd'hui, Daniel. Merci. Merci.